Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve, on va parler de la musique et de la Shoah. On est ce soir avec Tamar Isabelle Machado Recanati. Je rappelle, Tamar, que tu es diplômée de sciences politiques, musicologue, musicothérapeute, et depuis plus de 20 ans maintenant, tu fais des recherches sur le lien entre la musique et plus précisément la musique des Juifs pendant la Shoah. Ce soir, tu nous proposes une conférence sur les chœurs et les orchestres dans les ghettos et les camps de transit. Merci beaucoup. Merci à Midreshet Yehuda qui nous propose cette conférence. C'est à toi, Isabelle. Allume ton micro. C'est parti. Voilà, on m'entend? D'accord. Alors, pour ceux qui m'ont entendu la première conférence qu'on a fait, on avait parlé des chants des Juifs pendant la Shoah. Et cette fois-ci, c'est un autre volet, c'est les orchestres et les chœurs dans les ghettos et les camps de transit. Alors, je veux tout de suite faire une petite précision, mais qui est très importante. Peut-être certains d'entre vous savent que il y a eu beaucoup de camps de concentration et d'extermination dans lesquels il y avait des orchestres et parfois des chœurs qui avaient été créés par les nazis, par les SS. Ces chœurs et ces orchestres étaient tout à fait sous le joug des SS. Les musiciens, le répertoire, le lieu et quand ils jouaient, tout ça c'était décidé par les SS. C'est pas du tout de ça dont nous allons parler ce soir. Ce soir, nous allons parler des orchestres et des chœurs que les Juifs eux-mêmes ont créés, dans lesquels ils ont joué par choix. Le public va écouter cette musique par choix. Donc, c'est une musique tout à fait libre, entre guillemets, vu les conditions dans lesquelles cette musique va se faire entendre. Donc, c'est vraiment, il s'agit d'un sujet tout à fait spécifique, d'accord ? Et alors, je voudrais, pour que vous compreniez l'ampleur de ce phénomène, je vais d'abord vous présenter un certain nombre de photos qui ont été prises pendant la Shoah. Et on va commencer par le plus grand des ghettos, qui était le ghetto de Varsovie. Vous savez peut-être qu'au summum d'occupation du ghetto de Varsovie, en septembre 1941, il y avait près d'1,5 million de Juifs qui étaient enfermés dans ce ghetto dans des conditions très, très difficiles de vie. Et en fait, la musique dans le ghetto de Varsovie a commencé à être entendue même déjà, en fait, avant que le ghetto soit monté et avant la fermeture du ghetto, des Juifs commencent à jouer dans la rue quand le temps le permet. Évidemment, aussi après la fermeture du ghetto. Ici, vous pouvez voir des enfants et un monsieur qui, d'après la manière dont il tient son violon, on peut penser qu'il était violoniste, soit amateur éclairé, soit professionnel. Alors, tous ces gens jouent dans la rue pour récolter un bout de pain ou un tout petit peu d'argent. Ici, on voit un baryton qui était très connu avant-guerre en Pologne. Son nom était Dottlinger. Et son fils lui tient les partitions et il y a des gens qui l'écoutent. Ici, ce sont des photos qui ont été prises en avril 1941. Et on voit ici un homme qui tient un accordéon. Ici, il y a un homme qui tient une guitare. Peut-être qu'ils sont en train de jouer du jazz, on ne sait pas du tout. Mais ça fait partie des photos qui ont été prises en avril 1941. Et alors, on a beaucoup de témoignages par rapport à cette musique dans la rue. Et en particulier, on a des témoignages de Ringelblum. Emmanuel Ringelblum était un historien qui avait été très actif déjà avant-guerre dans toutes sortes d'activités sociales et historiques. Et dans le ghetto de Varsovie, il va écrire une sorte de chronique. Il réunit autour de lui un certain nombre de personnes pour l'aider à écrire cette chronique du ghetto. Qu'ils vont enterrer un petit peu avant, enfin en plusieurs étapes. Et après la révolte du ghetto, ils veulent se cacher dans la partie arienne de Varsovie, mais il va être attrapé sur une dénonciation en mars 1944 et il va être tué à ce moment-là. Donc Ringelblum écrit dans sa chronique
Les musiciens donnent des concerts sérieux qui attirent un public ravi. L'orchestre joue à côté des barbelés qui séparent le ghetto de la ville. Des centaines de Polonais vont et viennent à côté de la grille de séparation pour entendre la musique de l'orchestre juif du ghetto. Un musicien polonais ramasse les aumônes et les transmet aux membres de l'orchestre. L'orchestre joue face à l'hôpital Sainte-Sophie par sentiment humanitaire pour adoucir le sort des malades polonais. Les musiciens et les chanteurs travaillent avec leurs enfants. Le père joue et chante de sa belle voix. L'enfant ou les enfants tendent la main pour demander l'aumône. Et ici, on a un autre témoignage de Chaim Aaron Kaplan, qui faisait partie d'ailleurs du groupe de Ringelblum, Oneg Shabbat, s'appelait ce groupe, et qui a écrit aussi un journal jusqu'avant son assassinat. Et il écrit dans son journal, le 6 novembre 1940, « C'est ainsi qu'à un carrefour, vous rencontrez un groupe d'enfants misérables de 4 à 10 ans. Ce sont les émissaires de leurs pères et mères qui les surveillent un peu plus loin. Ils chantent et leurs voix sont agréables et leurs chants vous remplissent de la tristesse et de la douleur juive. Cette musique vous touche au fond du cœur. De petits groupes de flâneurs et d'oisifs se tiennent non loin du petit cœur d'enfant, les yeux remplis de larmes. Ils ont du mal à s'éloigner. De temps en temps, quelqu'un s'approche et laisse tomber un pauvre sou dans la main d'un des petits chanteurs. Que ce philanthrope soit béni. Un peu plus loin, on rencontre un chantre avec un chœur complet. Les synagogues sont fermées, c'était interdit, les synagogues étaient interdites, et ils ne peuvent pas chanter devant leur Créateur. Ainsi répondent-ils leurs supplications sous le ciel même. Ils chantent des chants de prière et des hymnes de ceux qu'on chante, au jour de fête, et comme tout le monde a du temps de libre à revendre, l'auditeur devient de plus en plus vaste et le cœur fait de bonnes affaires. De même qu'il y a des chœurs, il y a aussi des orchestres et des chanteurs qui collaborent. Parfois, un artiste seul, comptant sur son talent, travaille seul pour son compte. Alors là, je vous montre une photo de quelque chose qui était assez typique, non seulement dans le ghetto de Varsovie, mais dans d'autres ghettos comme nous allons le voir. Un chœur, c'est un chœur d'enfants. Nous savons que dans le ghetto de Varsovie, j'ai toute une liste de chœurs qu'il y avait dans le ghetto de Varsovie. Il y avait des chœurs de femmes, des chœurs d'hommes, des chœurs mixtes, des chœurs qui chantaient des chants yiddish, des chants hébreux, de la musique classique, du jazz, etc., etc. En ce qui concerne ce chœur, nous avons un certain nombre de détails. Yaakov Gladstein, le chef d'orchestre, était un chef de chœur et un compositeur connu en Pologne avant-guerre. Il avait pour mission déjà avant-guerre de transmettre, de faire parvenir la musique à des couches sociales défavorisées. Donc déjà avant-guerre, il avait monté des chœurs dans des industries, dans des usines où il y avait beaucoup de juifs, et il avait monté des chœurs donc pour des juifs dans ces usines-là, pour justement transmettre la musique et l'amour de chanter aux ouvriers. Et dans le ghetto, il a l'idée de monter un chœur d'enfants ouvriers dont les parents ont été assassinés ou bien dont les parents sont morts de maladie. Enfin bref, tous les enfants que vous voyez là sont des enfants qui sont déjà orphelins, qui ont été recueillis dans des orphelinats du ghetto. Et donc, ces enfants vont avoir des répétitions 2 fois par semaine dans une cuisine publique. Et avant les répétitions, comme Rachel Auerbach, qui est une des rares à avoir survécu de Oneg Shabbat de Ringelblum, écrit « Il y avait certes quelques jolies voix parmi ces enfants, mais peu nombreuses. Ils ne pouvaient pas toujours donner des concerts et avant chaque répétition, il fallait leur donner du pain avec de la confiture et un peu de café, sinon ils n'auraient pas eu la force de chanter. Je le vois encore, Yaakov Gladstein, encore si vivant devant mes yeux lorsqu'il se tenait debout dirigeant devant le public. Aucun n'a survécu. Ils ont été tous déportés en été 1942. Entre le 22 juillet et le 21 septembre 1942, il y a eu une énorme action dans le ghetto de Varsovie, au cours de laquelle 300 000 juifs ont été pris
et déporté à Treblinka, qui venait d'être justement ouvert pour les Juifs du ghetto de Varsovie. Et le Treblinka, c'était un camp d'extermination, il n'y a pas de sélection, donc ils sont tout de suite gazés. Vous voyez que les têtes de ces enfants sont rasées à cause du problème des poux et du typhus. Le typhus était une réalité terrible dans le ghetto, et donc les enfants sont rasés. Voilà, donc ça c'est à propos de ce cœur. Dans le ghetto, et ça nous allons en parler un petit peu plus tard, dans le ghetto, il y avait des concerts qui étaient donnés, il y avait aussi des sortes de cafés dans lesquels les artistes pouvaient se produire. Et ici, vous pouvez voir le nom de Vladislav Špilman. Si vous avez vu le film Le pianiste, ou bien si vous avez lu le livre de Vladislav Špilman, qui était donc le pianiste, ben voilà, il est ici, son nom apparaît sur ce poster qui était collé sur un des murs du ghetto pour faire la publicité pour un programme qui était dans un des cafés du ghetto. Alors, dans de nombreux ghettos, il y avait encore un autre phénomène. Il y avait beaucoup d'artistes, en particulier des femmes, qui donnaient des concerts, qui étaient très, très, très aimés du public du ghetto. Et on les appelait les rossignols du ghetto. Et alors, j'ai voulu vous donner 2 exemples de rossignols du ghetto. La première, celle du ghetto, le rossignol du ghetto de Varsovie, Marysia Eisenstadt, qui était la fille du chef de chœur de la grande synagogue de Varsovie. Son père, c'était David Eisenstadt, qui était donc chef de chœur, qui était compositeur. Elle était la fille unique de ses parents. Elle était une pianiste très douée et surtout, elle avait une voix de soprano absolument extraordinaire. Et dans le ghetto, elle s'est mise à donner des concerts. Elle était née en 1921. Dans le ghetto, elle s'est mise à donner des concerts. À partir de 1940, elle a enchanté le public du ghetto, aussi bien dans les cafés que dans les concerts publics qui étaient donnés avec l'orchestre symphonique dont je vais parler par la suite. Elle a chanté beaucoup de chants. Elle chantait du Brahms, elle chantait du Schubert, du Verdi, des arias de Mozart, etc., etc. Elle chantait des chants hébreux, elle chantait des chants yiddish, et en particulier, elle chantait un chant qui avait été écrit dans les années 20, dont le premier verset sortait du psaume numéro 22, Eli, Eli, lama azavtani. Et c'est un chant qu'on lui réclamait très souvent dans les concerts, et chaque fois qu'elle le chantait, le public était en larmes. Et c'était vraiment une des chanteuses qui étaient les plus admirées au sein du ghetto. Pendant cette action dont je vous ai parlé de l'été 1942, ses parents et elle sont attrapés et ils sont poussés vers la Unschlagplatz. La Unschlagplatz, c'était la place sur laquelle les Juifs qui étaient arrêtés étaient poussés avant d'être poussés dans les wagons. Et à ce moment-là, elle est séparée de ses parents. Ses parents sont poussés vers un wagon et elle vers un autre, et elle veut rejoindre ses parents. Et à ce moment-là, la Nesses l'assassine donc devant le wagon. La deuxième dont je voulais vous parler, c'était Lyuba Levitska. Lyuba Levitska était, elle, le rossignol du ghetto de Vilna, dont nous allons parler un petit peu plus tard. C'était une chanteuse, elle était plus âgée que Marysia Eisenstadt. Et elle avait fait ses études à Vienne. Elle était déjà une chanteuse, une cantatrice connue en Pologne avant la guerre. Et dans le ghetto de Vilna, elle a donné plusieurs concerts. Et je vais vous lire un témoignage que nous avons plusieurs témoignages à propos de Lyuba. Qui à Vilna n'a pas entendu parler de la chanteuse Lyuba Levitskaya? Ses concerts en salle à la radio étaient une fête pour ses auditeurs. Elle dirigeait la chorale du conservatoire de la ville et on l'invitait souvent à Moscou pour des concerts. Elle se cachait en banlieue chez des amis musiciens qui n'étaient pas juifs. Lorsque les rafles se multiplièrent, elle vint s'installer dans le ghetto. Ça, entre parenthèses, c'est très important. C'est pas notre sujet, mais c'est très important.
Même les Juifs qui se cachaient en dehors du ghetto, très souvent, quand les rafles ont commencé à devenir presque quotidiennes, ils n'ont pas vu d'autre solution que de venir dans le ghetto. Et ça, c'est quelque chose qui est ignoré, mais qui est très important de comprendre. En janvier 1942, nous préparions un concert. Je proposais à Louba de chanter des mélodies traditionnelles juives. Ce concert fut inoubliable. Chaque mot, chaque son ressuscitait l'image des morts. Tout le monde avait oublié qu'à tout moment, on pouvait nous encercler et nous traîner dans les fosses de Ponard. Ponard, c'était l'endroit où les Juifs du ghetto de Vilna étaient assassinés. Bien entendu, ce concert avait été organisé clandestinement, sans l'aval de Murer. Murer, c'était le SS responsable du ghetto de Vilna. La merveilleuse voix de Louba fit résonner la profonde foi et l'espoir salvateur des chants populaires. Une année après ce concert, Louba devait chanter le rôle principal dans un opéra que l'on préparait clandestinement. Elle était inquiète pour sa voix. Jadis, elle prenait soin de sa gorge, craignant de sortir par temps humide. À présent, elle faisait le ménage dans des casernes où l'on étouffait sous la poussière. Lors d'un massacre dans le ghetto, elle passa une semaine couchée dans une fosse à ordures. Lors d'un deuxième pogrom, elle se retrouva dans le sous-sol de la prison où Schweinberger la rua de coups de pied, la piqua avec son poignard. Elle s'en sortit cette fois par miracle. Après cela, elle resta longtemps à l'hôpital du ghetto. Elle crachait du sang. Après ça, elle a donné encore quelques concerts et puis ensuite, elle a un jour, je vous ai pas photocopié de toute l'histoire parce que les détails sont assez terribles. Et un jour, elle travaillait en dehors du ghetto et sa mère était dans le ghetto et elle était mourante de faim. Et donc, elle a réussi à obtenir un demi-kilo de petits pois pour sa maman qui était mourante de faim. Et elle cache le kilo de petits pois dans sa robe. Et quand elle rentre dans le ghetto, Murer, justement, est à l'entrée du ghetto et la fouille. Et donc, découvre le kilo de petits pois. Elle va être torturée pendant 1 mois et ensuite, elle va être amenée à Ponard et là, elle va être assassinée. Donc ça, c'était pour vous parler des rossignols dans les ghettos. Maintenant, nous retournons à Varsovie, au ghetto de Varsovie. Et là, nous parlons d'un phénomène qui est apparu dans plusieurs ghettos. Il était interdit dans beaucoup de ghettos d'enseigner aux enfants juifs. Évidemment, parce que quand vous enseignez, qui dit enseignement à des enfants dit futur. Or, les Juifs n'avaient pas de futur, d'accord? C'est évident. Donc, l'enseignement était interdit. Malgré ça, les Juifs ont continué à enseigner clandestinement à leurs enfants. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a continué même à enseigner clandestinement la musique, ce qui est extraordinaire parce que la musique, ça fait du bruit. Donc, il fallait vraiment toute une organisation pour continuer à enseigner la musique dans les ghettos. Et ça, ce sont des invitations à des concours d'enfants très doués, d'accord, de musique, de piano, de violon, etc., dans le ghetto de Varsovie. Alors, ça, c'est des invitations à des concerts, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont eu lieu dans le ghetto de Varsovie. Alors, dans le ghetto de Varsovie, je ne veux pas m'attarder à ça, simplement pour que vous le sachiez quand même. Il y avait deux organisations deux organisations principales qui étaient responsables de la vie culturelle dans le ghetto de Varsovie. La première s'appelait Yikor, et elle était plutôt responsable de tout ce qui était yiddishisant et des concerts. Et la deuxième s'appelait Tarbut et elle était plutôt responsable de tout ce qui était hébraïsant. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails, je vous dis ça simplement à titre d'information. Et pour que vous sachiez que tout ça c'était quand même, c'était très organisé. D'accord? Alors, pour que vous vous rendiez compte aussi de l'ampleur du phénomène, Jonas Turkov, qui était un homme de théâtre, dont la femme était une femme de théâtre aussi, une actrice et une cantatrice. Ils ont fait partie de ceux qui ont organisé la vie culturelle dans le ghetto de Varsovie et tous les deux ont survécu.
Et lui a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres très, très importants pour comprendre justement ce qu'a été la vie culturelle dans le ghetto de Varsovie. Et il écrit comme ça, rien qu'entre septembre 1940 et septembre 1941 inclus. Septembre 1940, c'est 2 mois avant la fermeture du ghetto. Nous organisâmes 1814 spectacles, dont 8 concerts symphoniques. Pour les 1814 spectacles que nous organisâmes jusqu'en septembre 1941, 30 170 zloty allèrent dans les caisses de l'entraide juive, sans compter les sommes attribuées aux caisses des principaux comités de Centos, Toz, Orphelinat et autres œuvres charitables pour leurs propres besoins sociaux. En dehors de ces sommes, les artistes et musiciens reçurent, indépendamment des rentrées d'argent ci-dessus, 32 500 zloty que nous considérions comme une aide positive significative. Alors maintenant, il faut que vous compreniez, dans le ghetto de Varsovie, la ration quotidienne, comment on dit Rischmidt, officielle de calories attribuées à un juif adulte allait de 185 à 310 calories par jour. D'accord? Et dans cette réalité, il y a 1814 spectacles qui sont organisés et il y a tout cet argent qui est récolté, d'accord, pour les orphelinats, les caisses d'entraide, etc., et pour les musiciens et les acteurs. OK? Et ça, c'est uniquement pendant la première année. Tout ça, ça va continuer jusqu'au 22 juillet 1942. Le ghetto de Cracovie. Alors, le ghetto de Cracovie, on voit la même chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le ghetto de Cracovie, ici, vous avez un orchestre d'hommes dont il n'y a pas eu de survivants, des enfants qui jouent dans la rue, comme la même chose que ce qu'on a vu au ghetto de Varsovie. Et puis ici, nous avons un jeune homme, Branislav Eichenholz, qui donne un concert dans le ghetto. Et lui, il a survécu, il a été dans 7 camps, dont Birkenau. Il a survécu, il a été aux États-Unis et là, il a continué ses études de violoniste. Il a eu une belle carrière et il était aussi professeur de violon dans une grande université. Le ghetto de Lodz, alors là, le ghetto de Lodz, c'était le 2e plus grand ghetto en Pologne, enfin en Europe. Dans le ghetto de Lodz sont passés 200 000 juifs, dont des juifs allemands et tchèques, et 5 000 tziganes. Ici, nous voyons pour la première fois quelque chose dont nous allons parler un petit peu plus tard, un orchestre symphonique. Alors, un orchestre symphonique, c'est un orchestre dans lequel il y a à peu près 60-70 musiciens. Ici, vous les voyez lors d'une répétition, et puis ici, c'est après un concert. Le chef d'orchestre, c'était Theodor Reider. Il n'a pas survécu. La plupart des musiciens n'ont pas survécu. Les Juifs qui étaient dans le ghetto de Lodz ont été exterminés soit dans le camp d'extermination de Chelmno, soit à Birkenau, pour la plupart. Là, c'est toujours dans le ghetto de Lodz, un dessin sur un quatuor et puis une musique de chambre. Un chœur dans le ghetto de Lodz dans lequel il n'y a pratiquement pas de survivants et des posters qui annoncent des concerts et des chœurs d'enfants avec l'orchestre qui l'accompagne, un chœur d'enfants qui donne un concert avec l'orchestre qui l'accompagne. Et alors justement, si nous parlons de chœur d'enfants dans le ghetto de Lodz, là, je voudrais m'arrêter et vous raconter quelque chose à propos justement des concerts et des enfants dans le ghetto de Lodz. Dans le ghetto de Lodz, comme dans tous les ghettos, il y a eu plusieurs actions terribles, mais comme dans beaucoup de ghettos, il y en a une qui était encore pire que les autres, c'est ce qu'on a appelé une action d'enfant.
Qu'est-ce que c'est qu'une action d'enfant? C'est une action pendant laquelle les Allemands décrètent en général un couvre-feu et pendant le temps de ce couvre-feu, les Allemands vont aller de maison en maison et vont prendre tous les enfants en dessous d'un certain âge. Donc, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour 1942, les Allemands ont décidé d'un couvre-feu dans le ghetto de Lodz et pendant ces 10 jours-là, ils vont prendre tous les enfants de 0 à 12 ans et tous les adultes au-dessus de 65 ans, ainsi que tous les malades. Donc, pendant ces 10 jours-là, il va y avoir des scènes absolument atroces dans le ghetto. D'abord, tous les orphelinats vont être vidés. Là, vous voyez des enfants de l'orphelinat qui sont montés dans les camions et qui vont être envoyés à Chelno pour être assassinés dans des camions à gaz, donc tout seuls, sans adultes. Et pendant ces 10 jours-là, il y a 15 000 adultes et enfants qui vont être pris dans des conditions de brutalité extrême et arrachés de leur famille. Il y a des familles qui vont perdre 2, 3 ou 4 enfants de cette manière-là, des bébés, des nouveau-nés, et qui vont donc être… Les familles ne savent pas, ne connaissent pas l'existence du camp d'extermination de Chelno. Lodz est un ghetto qui est totalement fermé, hermétiquement. Les nouvelles ne pénètrent pas dans le ghetto, mais évidemment, les familles se doutent que ce n'est pas pour les envoyer dans un camp d'été. Et à la suite de ça, pendant 3 mois, il n'y a aucun concert dans le ghetto. Le ghetto est… Alors, d'abord, une chose sur laquelle je veux insister, pourquoi est-ce que les Allemands font une chose pareille? De toute façon, ils ont gagné. De toute façon, en septembre 1942, la solution finale est déjà à plein. En fait, elle a commencé déjà en juillet 1941 avec fin juin 1941 avec l'opération Barbarossa du côté de l'ex-Union soviétique, avec l'assassinat par balle. Et en septembre 1942, de toute façon, ils sont en train d'assassiner tous les Juifs, d'accord? Pourquoi séparer les enfants des parents? Il n'y a aucune raison. De toute façon, ils sont en train d'assassiner tout le monde. D'accord? Mais les Allemands savent parfaitement qu'à partir du moment où des parents ou des frères et des sœurs aînés n'ont pas pu protéger les petits, alors toute possibilité de résistance, toute possibilité de se regarder dans la glace, de se considérer comme un être entier, tout ça, c'est fini, c'est parti. C'est-à-dire qu'après ça, la personne est totalement démolie, d'accord? Même si il n'y aura pas de suicide en masse, en fait, les Juifs sont anéantis, annihilés. Les familles sont terminées, d'accord? Et en fait, c'est ça le but. Alors, à la suite de ça, effectivement, pendant 3 mois, il n'y a pas de concert dans le ghetto de Lodz. Et puis, au mois de décembre, il y a une décision de l'orchestre symphonique du ghetto de Lodz de donner un concert. Et le jour du concert, il va y avoir une espèce de petite manifestation d'un certain nombre de Juifs devant le bâtiment dans lequel se donnent les concerts. Et parce qu'il y a des Juifs qui disent, mais attendez, c'est complètement hallucinant. 3 mois pour 15 000 enfants et vieilles personnes, c'est grossier. Comment c'est possible de donner un concert? C'est absolument impensable. Et puis à ce moment-là, il va y avoir une espèce de réalisation que quel que soit le temps donné, passé, que ce soit 3 mois, que ce soit 3 ans, que ce soit 30 ans, c'est une telle horreur que de toute façon, rien ne peut y faire.
Et si on a continué de vivre après ça, alors il faut essayer de trouver quelque chose qui va vous aider justement à continuer. Que ce soit, alors il y en a certains pour lesquels ça sera de la musique, il y en a d'autres pour lesquels ça sera une page de Gemara, il y en a d'autres pour lesquels ça sera la révolte, chacun ça va être quelque chose de différent. Mais s'il y en a pour lesquels c'est aller à un concert, alors il faut leur préserver ça. De toute façon, après l'orchestre, comme tous les ensembles du ghetto de Lodz, vont être dissous par les SS. Mais je voulais que vous compreniez un petit peu dans quelle atmosphère ces orchestres et tous ces ensembles ont été produits. Le ghetto de Vilnius, pardon, en français, Vilnius a été occupé suite à Barbarossa, c'est-à-dire fin juin 1941. Les actions contre les Juifs commencent immédiatement et le ghetto est créé en août 1941. Et dans le ghetto de Vilna, il y a eu une très, très grande activité culturelle, aussi bien théâtrale que musicale. On en reparlera un petit peu après. Et ici, vous voyez 2 chœurs avec leur chef et quelqu'un qui joue dans la rue. Il n'y a pratiquement pas eu de survivants à ces chœurs. Ici, vous voyez le chef de l'orchestre symphonique du ghetto de Vilna, Wolf Domashkin. Il a été assassiné dans le camp de Kluga en Estonie le 18 septembre 1944. Et on arrive au ghetto de Kovno, Kaunas, aussi en Lituanie, donc Kaunas est occupé aussi fin juin 1941. Là aussi, les massacres contre les Juifs, les pogroms contre les Juifs commencent immédiatement. D'abord, le fait de Lituaniens, ensuite, le fait d'Allemands. Et il y a beaucoup d'activités culturelles dans le ghetto, en particulier un orchestre symphonique dont nous voyons quelques membres ici et le chef d'orchestre qui s'appelait Michael Hofmeckler. Il a survécu et un certain nombre de musiciens aussi de cet orchestre ont survécu. Voilà encore cet orchestre avec un programme de l'orchestre. Encore. Et maintenant, nous arrivons au camp de transit. Après ça, je vais revenir et on va parler un petit peu plus en détail des orchestres symphoniques. Alors d'abord, les camps de transit. Alors en France, je vais plutôt rester sur la France. Alors, il y a eu, en France, il y avait 200 camps. Sur ces 200 camps qui n'ont pas été actifs tout le temps, sur ces 200 camps, il y en avait 40 dans lesquels il y avait des Juifs. Alors, pas dans tous les camps, il y a eu de la musique, mais dans beaucoup de camps, il y a eu de la musique. Dans le camp de Drancy, il n'y a pratiquement pas eu de musique, pour des raisons que je n'ai pas le temps, dont je n'ai pas le temps de parler maintenant. Par contre, dans le camp de Gurs, qui était donc en France libre, dans le camp de Gurs, il y avait aussi bien des Juifs allemands que des Espagnols républicains. Et dans ce camp, il y a eu un orchestre, un orchestre et une petite chorale. Il y a eu peu de Juifs qui ont survécu de cet orchestre, mais vous voyez des photos de l'orchestre. Alors, en France, il y a eu aussi, en France libre, il y avait des orchestres dans le camp des Milles. Il y a eu de la musique aussi au camp de Rivesaltes. Je n'ai pas le temps d'en parler trop maintenant ici. En France occupée, dès 1940, dans le camp de Beaune-la-Rolande, donc pas très loin de Paris, il y avait une chorale qui était dirigée par Michel Leibowski, qui a été assassiné, comme vous le voyez, le 24 juillet 1942 à Auschwitz. Alors, tous les membres de cette chorale avaient été arrêtés en mai 1941 parce qu'on a appelé la rafle du billet vert.
C'était tous des juifs polonais qui étaient, si je ne m'abuse, du 9e et 11e arrondissement, qui avaient été arrêtés à ce moment-là, qui ont été déportés dans les camps du Loiret, c'est-à-dire le camp de Beaune-la-Rolande et le camp de Pithiviers, dont nous allons tout de suite parler. Et le 4 juin 1942, ils sont déportés, ça fait partie des premiers convois, ils sont déportés à Auschwitz, et là, ils vont pratiquement tous être assassinés. Alors, là, vous avez un programme d'un petit concert qu'ils vont donner. Et dans le camp de Pithiviers, alors le camp de Pithiviers, il y avait 2 orchestres. Il y avait un orchestre de mandoline et un orchestre de plusieurs instruments. Et celui qui dirigeait l'orchestre, c'était un certain Maurice Snadger. Je ne suis pas sûre de prononcer convenablement son nom. En tous les cas, cet homme a eu un parcours absolument exceptionnel parce qu'il est né de parents russes qui ont fui la révolution russe en 1905. Et lui est né en Mandchourie. Vous avouerez que c'est dingue de naître en Mandchourie et de finir sa vie à Auschwitz. Moi, quand j'ai lu l'histoire de cet homme, quand j'ai fait la recherche sur cet homme, j'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, il est né en Mandchourie en 1915 et comme il avait l'oreille très musicale, ses parents lui offrent un violon. Et très rapidement, il dépasse tout ce qui peut lui être offert en Mandchourie au niveau enseignement du violon. Et donc, on envoie à Shanghai étudier le violon. Et puis là aussi, très rapidement, Shanghai n'est pas suffisant. Donc, il va chercher en Europe un bon conservatoire pour venir étudier. Et il entend parler du Conservatoire national de Paris, qui est effectivement un très, très bon conservatoire. Et donc, il va venir à Paris en 1937. Et il commence des études supérieures de violon là-bas. Et, excusez-moi, et en même temps, il donne des concerts dans des synagogues, à droite, à gauche. Il se fait connaître à Paris. Et il est tellement bien à Paris qu'en fait, il y reste. Et puis, les Allemands rentrent dans Paris en 1940. Et lors de la rafle du billet vert, bien qu'il ne soit pas polonais, il est raflé et il est déporté dans le camp de Pithiviers. Et d'après tous les témoignages qu'on a sur lui, c'était un jeune homme extrêmement souriant, plein d'entrain, plein d'initiatives. On peut le voir d'ailleurs sur toutes les photos qu'on a de lui. Avant ça aussi, il est toujours très souriant. Et donc là, il va monter ces 2 orchestres. Et il fait partie du convoi du 4 juin 1942. Il est déporté à Auschwitz. Et au moment où il est déporté à Auschwitz, dans le camp des hommes, il y a déjà un orchestre qui a été créé par le commandant du camp, un orchestre donc à Birkenau, un orchestre créé par les SS, et il se fait intégrer par cet orchestre. Normalement, l'intégration d'un musicien dans l'orchestre créé par les SS à l'intérieur du camp, c'est un passeport pour la vie. Malheureusement pour lui, fin février, début mars 1943, il attrape le typhus et il en meurt le 6 mars 1943. Voilà, ça c'est la vie de ce jeune homme. C'est son parcours. À Compiègne-Royalieu, il y a eu aussi, dans le nord de la France, donc en France occupée, il y a eu aussi un orchestre dont malheureusement nous n'avons aucune photo. Et par contre, nous avons la première page de l'invitation à un concert qu'a donné cet orchestre. En Hollande, alors en Hollande, vous savez que la Hollande, au niveau des pays d'Europe de l'Ouest, je dis bien l'Europe de l'Ouest, c'est le pays qui a le plus mauvais score en pourcentage de juifs qui ont été déportés. 75% des juifs de Hollande ont été déportés. 50% des juifs de Belgique, 36% des juifs de Norvège, 25% des juifs de France.
22% des Juifs de France. Alors, en Hollande, le plus grand camp de transit, c'était Westerbork. Et à Westerbork, il y a eu un orchestre symphonique qui a joué jusqu'en 1943. Il n'y a pas eu de survivants de cet orchestre. Ici, on voit 2 photos de cet orchestre. Et puis, à Westerbork, il y a eu aussi un cabaret qui a été monté en grande partie par des Juifs qui étaient à l'origine allemands, qui étaient des cabarettistes juifs allemands, qui avaient fui l'Allemagne nazie, qui avaient émigré en Hollande parce que le hollandais est très proche de l'allemand. Donc en Hollande, ils avaient recréé un cabaret. Et puis les Allemands sont entrés en Hollande. Ils ont été déportés, ces Juifs allemands, au camp de Westerbork. Au camp de Westerbork, ils recréent un cabaret et en allemand parce que c'était obligé d'être en allemand. Et puis en fait, après, ils ont été déportés. La plupart d'entre eux ont été assassinés. Et puis, il y a eu aussi du jazz à Westerbork. Et là aussi, tous ceux qui ont fait ce jazz ont été assassinés. Alors maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur ces concerts qui étaient donnés dans les ghettos et en particulier dans le ghetto de Varsovie. Alors pour ça, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce poster qui a été comment on dit, oulala, mon français de temps en temps c'est un peu pénible, qui a été collé sur un des murs du ghetto pour annoncer un concert qui est donné en été 1941 dans le ghetto de Varsovie. Et donc il s'agit de l'orchestre juif symphonique du ghetto de Varsovie qui va donner un samedi 2 concerts. Alors, les concerts en général étaient donnés soit dans des halls qui existaient dans le ghetto, soit dans les cuisines publiques. Alors, en l'occurrence, ici, le concert va être donné dans 2 salles. La première, c'est la salle Mélodie à midi pile, et la deuxième, c'est à la salle Wilkisch à 5h de l'après-midi. Ce concert fait partie du 2e cycle, c'est un concert avec l'orchestre symphonique. Le chef d'orchestre, ça va être Marian Neuter, qui était à la fois chef d'orchestre, compositeur et violoncelliste, connu avant-guerre. Il a été assassiné dans un sous-camp de Majdanek à Travniki, le 3 novembre 1943, quand tous les juifs de ces camps-là, de Majdanek et des sous-camps de Majdanek ont tous été assassinés. 48 000 juifs ont été assassinés en l'espace de 2 jours. L'orchestre symphonique du ghetto de Varsovie avait 4 chefs d'orchestre, dont Marianne Neuter. Et à ce concert, il y aura une soprane qui était très connue aussi, qui s'appelait Elena Ostrovska, qui a apparu plusieurs fois avec l'orchestre symphonique du ghetto de Varsovie. Elle s'est cachée, elle est sortie du ghetto un petit peu avant la révolte du ghetto de Varsovie. Elle s'est cachée dans la partie aryenne du ghetto avec sa fille. Elle a été dénoncée, elle a été torturée et ensuite assassinée. Comme vous le voyez, il y a quelque chose de très intriguant ici. Il y a marqué « Novi Programme », nouveau programme. Mais le programme n'est pas affiché. Et ça, c'est très intriguant parce que quand vous allez à un concert, en général, vous voulez voir le programme du concert. Vous voulez voir ce que vous allez écouter, d'accord? Peut-être que l'orchestre va jouer un programme que vous n'aimez pas, d'accord? Donc, en plus, je vous rappelle la ration officielle entre 185 et 310 calories par jour. Les gens crèvent de faim tout le temps. C'est pas ne pas manger Yom Kippour ou Tisha B'Av. C'est ne pas manger tout le temps. Ici, il s'agit de l'été 41, c'est-à-dire que nous en sommes à la 3e année de guerre, la 2e année du ghetto. La situation est dramatique, d'accord? Et pourtant, nous savons que les salles de concert étaient pleines de jeunes. Alors, c'est vrai que les tickets ne coûtaient pas cher, c'était 2 zlotys, mais quand même, en contrebande, le pain coûtait 13 zlotys, d'accord? Mais quand même,
quand vous crevez de faim, 2 zlotys, c'est énorme. OK? Alors, pourquoi le programme n'est pas écrit? Ça, c'est la première question. Le programme n'est pas écrit parce qu'il était interdit aux Juifs de jouer de la musique qui avait été composée par des artistes, par des compositeurs non juifs. Un Juif n'avait le droit de jouer de la musique que d'un compositeur né juif. C'est-à-dire qu'un Juif ne pouvait jouer que du Mahler, du Mendelssohn, du Meyerbeer, du Schoenberg, etc., etc. Un Juif ne pouvait pas jouer du Vivaldi, du Bach, du Mozart, du Ravel, du Debussy, du Liszt, etc., etc. Mais un vrai musicien, s'il va être très content de jouer Mendelssohn et Mahler, ne peut pas ne pas jouer Bach et Mozart. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le ghetto de Varsovie? Ils ne publient pas le programme. Et ils vont mettre un garde dehors. Si le garde voit un SS s'approcher, le garde rentre dans la salle, fait signe au chef d'orchestre, qui fait signe aux musiciens qui vont changer leur partition et qui vont jouer de la musique permise. Maintenant, pensez au public, ce fameux public qui crève de faim. D'accord? Même s'il y a des gens qui ont un peu d'argent dans le ghetto, mais la plupart de ces gens sont des gens qui n'ont pas à manger. Donc la question se pose, pourquoi aller à un concert dans des conditions pareilles alors que tout s'oppose à ce que vous alliez au concert? Là, et je vais vous montrer, avant de vous poser la question de savoir pourquoi aller au concert, je voudrais vous montrer quelques photos pour que vous compreniez encore plus à quel point il est dingue d'aller au concert dans des conditions pareilles. J'ai pris des photos du camp de Westerbork. Non, vous savez quoi, je vous pose la question d'abord. À votre avis, pourquoi aller au concert dans des conditions pareilles sans même savoir ce que vous allez écouter? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi aller au concert dans des conditions pareilles? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a quelqu'un qui veut répondre ou personne ne... Attendez, j'ai partagé l'audio là, donc il faut que si vous voulez répondre, il faut que vous ouvriez votre audio. Attendez, je vois qu'il y a des gens qui veulent parler. Voilà, vous pouvez réactiver vos audios, vos micros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Mais alors à ce moment-là, il faut réactiver votre audio. Ben alors, je comprends que personne ne veut répondre. Ok, donc je vais donner moi la réponse. Je vous mets de nouveau. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu ici. Conversation. C'est peut-être une façon d'être en communion. Ok, c'est aussi une réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? L'union fait la force. Ok, il y a aussi ça. Est-ce qu'il y a encore une réponse? C'est une aspiration spirituelle. Ok, une façon de s'évader au milieu de l'horreur. La question, pourquoi aller à des concerts dans des conditions pareilles, quand en fait, on a l'impression que c'est... Attendez, quand vous, pour montrer d'être vivant, âme, quand il y a des assassinats tous les jours dans les ghettos, quand les gens sont pris au travail forcé, quand les gens disparaissent, quand vous crevez de faim, de maladie,
quand vous êtes à 20 dans une pièce, etc., etc., quand il y a des déportés qui arrivent tous les jours dans le ghetto et qu'on les jette dans des synagogues, dans des trous, enfin bref, quand la situation est absolument invivable, pourquoi aller au concert? Voilà la question. Pour survivre. C'est une manière de rester un être humain civilisé pour se retrouver, ok. Alors, tout ce que vous dites est vrai, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles vous ne pensez pas, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus… Attendez, il y a encore 2 réponses que je vais lire. Et ensuite, pour résister, c'est une façon de rester humain, c'est une façon de résister. OK. Alors, tout ce que vous dites est vrai. Maintenant, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui sont beaucoup plus terrestres. Tout ce que vous dites est vrai, d'accord? Pour survivre, OK. Mais, alors, je voudrais vous montrer un certain nombre de photos. Ces photos viennent du camp de Westerbork. Alors, moi, j'ai rien à faire pour échapper à quelque chose. OK. J'ai rien à faire avec Westerbork. La famille de mes parents a été complètement exterminée, mais pas de Pologne. Mais je voulais vous montrer ces photos parce qu'elles parlent beaucoup d'eux-mêmes. Quand un juif est arrêté en Pologne, en Hollande, il est d'abord déporté. S'il est arrêté chez lui, il a le droit de prendre 30 kilos de rafatsim, d'objets avec lui. Et ensuite, on le déporte à Amsterdam et d'Amsterdam à Westerbork. À Westerbork, on va le mettre dans ses baraques. D'accord, voilà l'intérieur d'une baraque. En général, dans ces baraques, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de table et il n'y avait pas d'armoire. Et il devait aller sur le lit avec ses 30 kilos de bagages. Maintenant, quand il y avait beaucoup de monde à Westerbork, dans ces baraques, il y avait 1000 femmes et enfants ou 1000 hommes. Donc, sur chaque lit, ils étaient à 3. Sur chaque lit à 3, avec 90 kilos de bagages. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. OK? 1000 personnes dans une baraque de cette taille. Et vous pensez à 1000 personnes ou 900 personnes qui vont laver leur linge, qui n'ont nulle part où le faire pendre, et qui vont le pendre ici, dans les conditions d'humidité de la Hollande, avec dehors, il n'y a pas d'asphalte, donc c'est la boue qui va rentrer à l'intérieur ici. Il n'y a pas d'échelle, donc ceux qui vont monter, ils vont monter avec toute la boue. Et ça a été fait de telle manière que et exprès évidemment, que ceux qui sont ici et ici ne peuvent pas se tenir droit quand ils sont assis. Donc sur les lits, avec 3 autres personnes, vous devez manger, boire, lire, écrire, vous habiller, vous déshabiller. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans un ghetto, dans les ghettos, vous êtes à 20 dans une pièce, d'accord? 50 dans un petit appartement. Non seulement vous avez tout perdu, mais vous avez perdu quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas vivre, c'est-à-dire notre espace personnel. Les psychologues et les sociologues ont déterminé qu'un être humain a besoin de 60 cm autour de lui en permanence. Si nous perdons ces 60 cm de manière définitive ou presque définitive, nous devenons violents et ou déprimés. Pendant la Shoah, les Juifs avaient perdu ça. Le seul endroit dans un ghetto, dans un camp de transit où un Juif a sa place sur une chaise ou sur un banc, c'est la salle de concert. Pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, le Juif a sa place. Il ne doit pas se battre. Et puis, il y a… Alors, attendez, je voulais vous montrer une autre photo.
Voilà, ça c'est les toilettes à Westerbork, hommes et femmes mélangés. Et Westerbork, c'est un camp de transit, hein. Ce n'est pas encore Birkenau. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de chambre à gaz. Il n'y a pas de commando de travail. Ça, c'est Drancy. Rivesaltes, Gurs en allant aux toilettes. Vous imaginez la nuit, les vieilles personnes. Et puis, il y a autre chose. Le bruit. Le bruit, ça, c'est un juif de Westerbork qui a survécu à Birkenau, mais qui écrit sur Westerbork. Le bruit est différent de tout ce que vous avez pu vivre avant. Un bruit qui est intolérable, pas tant parce qu'il est fort, mais parce qu'il ne s'arrête jamais. Tout incessante, ça va traîner pour aller aux toilettes, des enfants qui pleurent. Vos nuits ne vous appartiennent plus. La possibilité d'être seul avec vos pensées, perdue. La capacité de considérer votre vie, impensable. Toute la lutte humaine, toute pensée humaine, tout acte considéré, tout ça, ça s'éteint, se fane face à un seul but, un but dont dépend votre survie, auquel vous tendez des efforts futiles. Un seul but de survie, ne pas être sur la liste du lundi soir. Qu'est-ce que c'est que cette liste? À Westerbork, comme dans tous les camps de transit, à Westerbork, c'est dans la nuit du lundi au mardi, en général, à minuit, à 1h ou à 2h du matin, après qu'un train soit rentré vide dans le camp, toutes les lumières s'allument dans toutes les baraques. Et on lit une liste de 1000 noms. À partir du moment où cette liste de 1000 noms, ça peut être un enfant de 5 ans, de 4 ans, de 8 ans, sans ses parents, tout seul. Ça peut être des parents sans l'enfant. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui pleurent aussi, parce qu'ils ont été laissés tout seuls. D'accord? Ça peut être une femme sans son mari. Ça peut être un frère sans sa sœur. À partir du moment où votre nom est lu, vous devez prendre quelques affaires et aller dans une autre baraque. Le matin, à 7h du matin, vous allez monter dans le train et à 9h, le train part. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où le train est parti, plus personne n'entendra parler de ces 1000 personnes. Donc l'angoisse dans ces baraques est absolument intolérable. 1000 personnes dans ces baraques, c'est-à-dire qu'il y a un bruit incessant. Le seul moment dans un camp de transit ou dans un ghetto où il n'y a pas de bruit, c'est quand le chef d'orchestre lève ses mains. Et à ce moment-là, la musique commence. Et la musique, ce n'est pas les cris d'un enfant qui ne sait pas où sont ses parents. Ce n'est pas des gens malades, ce n'est pas des gens qui ont des cauchemars, ce n'est pas des gens qui se disputent parce qu'ils n'ont pas de place. Ce n'est pas des gens qui ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes, qui deviennent fous. D'accord? La musique, c'est quelque chose qui vous aide à vous organiser. Et ça non plus, ça n'a pas de prix. Et je voudrais terminer. Attendez, je voudrais voir qu'est-ce qu'on m'a écrit ici. Effectivement, c'est trop horrible, insoutenable. Absolument. Je voudrais terminer par une histoire. Je vous ai dit que dans le ghetto de Vilnius, il y avait eu une très grande activité culturelle, mais ça n'avait pas toujours été le cas. Et au début, quand le ghetto de Vilnius a été créé, il y a eu une très grande opposition aux activités culturelles, particulièrement cette opposition venait des partisans. Dans le ghetto de Vilnius, très rapidement, il y a eu un mouvement partisan qui s'est créé et les partisans étaient absolument contre parce qu'ils disaient, entre autres, comment est-il possible de faire du théâtre ou d'avoir de la musique sur un cimetière? C'est impensable. Mais où va-t-on? C'est distordu, c'est malsain. Il y a des fleuves de sang qui coulent dans le ghetto et vous voulez faire de la musique, vous voulez faire du théâtre, mais c'est complètement fou, c'est malade, d'accord?
Et puis, un des partisans qui était haut placé, qui était un officier dans les partisans, qui s'appelait Avraham Sutzkever, qui était aussi poète. Il a survécu, il est arrivé en Israël, il était dans un kibbutz dans le nord du pays, il a continué à écrire de la poésie en yiddish et en ivrit. En ivrit, il est mort il y a une dizaine d'années, très âgé. Et à un des premiers concerts qui ont été donnés dans le ghetto, il a voulu aller à ce concert pour comprendre pourquoi tellement de gens voulaient assister à ces concerts. Et donc, il va au concert, et quand il rentre chez lui, dans son journal personnel, il écrit « Aujourd'hui, j'ai entendu une beauté pour laquelle il est bon de se battre ». Et ça, c'est une phrase qui est absolument extraordinaire. Parce que Avraham Sutzkever, c'est un type qui s'est battu d'abord pour tuer un maximum d'Allemands, ensuite pour sauver un maximum de vies juives, et là, il parle de se battre pour la beauté. C'est-à-dire qu'une des choses que Avraham Sutzkever comprend à ce moment-là, et qu'il va transmettre aux autres partisans, c'est qu'en fait, quand on vit dans un monde de terreur, quand on vit dans un monde d'horreur, d'accord, on ne peut pas vivre sans beauté. Une des choses qui nous sépare de l'animal, il y a beaucoup de choses qui nous séparent de l'animal, mais une des choses, c'est notre sens de l'esthétique et notre soif d'esthétique. Ça alimente notre âme. Alors, pour certains d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, ça va être la musique. Ça va dépendre aussi, il y a des gens pour qui ça va être la musique artistique, classique, d'autres ça va être le jazz, d'autres ça va être le folklore, chacun ça va être différent. D'autres ça va être les arts plastiques, d'autres ça va être une page de Gemara dans laquelle ils vont trouver une beauté absolument extraordinaire, d'accord? D'autres, chacun a une conscience différente de la musique, d'autres ça va être la littérature, d'accord? La philosophie, chacun a une conscience différente de la beauté. Mais nous avons tous, ou pratiquement tous, ce besoin de beauté. D'accord? Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce que j'ai écrit ici, l'art devient une lumière dans le noir. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on lit dans beaucoup de journaux intimes de gens qui n'ont pas survécu et dans beaucoup de témoignages de gens qui ont survécu. Ce n'est pas valable pour tout le monde, d'accord? Ça n'est pas valable pour tout le monde, mais ça apparaît dans beaucoup de journaux intimes et dans beaucoup de témoignages. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une conférence qui est très difficile, effectivement, c'est une réalité qui est très difficile, la réalité des ghettos et des camps de transit est très difficile. Il y a eu très peu de survivants de tous ces orchestres et de tous ces chœurs. Il y a eu très peu de survivants aussi des publics. Mais ce qu'ils ont fait était assez extraordinaire. Et le public qui a assisté en tant que public aussi était un public extraordinaire. Et une des choses qui me fait mal au cœur à moi en Israël aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas d'éducation musicale dans les écoles, aussi bien dans les écoles primaires que dans les collèges et les lycées, parce que justement, on se rend compte à quel point la musique peut accompagner les êtres humains dans des périodes de joie comme dans des périodes de tristesse et de problèmes. Et c'est dommage que nous ne sachions pas cultiver ça ici en Israël. Voilà. S'il y a des questions, si on a le temps, je ne sais pas, Johan, s'il y a le temps Merci pour des beaucoup. questions. Ouais, il y a eu beaucoup de réactions quand tu as posé des questions. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les lire. Mais Attends, je vais dans voir. tous les cas, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions, vos remarques. C'est le moment. Allez-y. Bon. Je peux? Oui, tout à fait. J'ai visité le kibbutz où ils ont commencé à faire le goutte à goutte pour arroser les plantations. Et j'ai visité une école maternelle dans le kibbutz et il y avait de la musique. Il y avait des petits enfants qui avaient un triangle, il y avait de la musique dans ce kibbutz. Mm-hmm.
tout à fait. aussi. Mhm. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'engouement. Enfin, ce qui me frappe, c'est l'engouement que les Allemands avaient pour la musique, pour les concerts. Ils étaient très musiciens, ils aimaient beaucoup la musique. Et c'est quand même curieux, parce qu'ils aimaient la culture aussi. Et ils étaient d'une telle cruauté, et on n'arrive pas trop à comprendre, à faire le lien entre les deux. En tous les cas, merci beaucoup pour ce que vous nous avez appris. C'est très émouvant, vraiment émouvant. Oui, Voilà. le problème avec les Allemands, effectivement, eux-mêmes disaient, Goebbels disait que la musique est l'art le plus allemand de tous les arts. Et en fait, la Shoah, c'est une des preuves que malheureusement, la culture et l'éducation, on a toujours pensé que la culture et l'éducation étaient un rempart contre la barbarie, et ça n'est pas vrai. C'est une des choses qu'on a compris pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, je vous en prie. Merci. Jacques, tu voulais intervenir? Merci beaucoup pour vos appréciations à tous. D'autres questions? Il y a d'autres micros ouverts, d'autres réactions, chers amis? Non, très, très intéressant, très émouvant. Enfin, je vais répéter ce que tout le monde a dit. Et vraiment, vous avez des documents extraordinaires que je Merci. n'ai jamais vus auparavant. Et vraiment, c'est formidable. C'était un moment très fort et on a appris beaucoup. Merci beaucoup. Bon, alors, Tamar, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais demander une question que tu n'as pas voulu aborder, mais je la pose quand même. Tu as dit qu'à Drancy, il n'y avait pas du tout de chœur et d'orchestre, mais que tu n'avais pas le temps d'en parler. Est-ce que tu peux en 3-4 minutes nous dire pourquoi on retrouve pas la musique à Drancy, il y a eu un tout petit peu de musique clandestine parce qu'en fait, à Drancy, c'était interdit. La plupart du temps, c'était interdit. Alors, à Drancy, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a pas de lieu où faire de la musique. À Westerbork, il y avait un lieu. À Drancy, en fait, c'était des HLM qui n'avaient pas été terminés. Et il n'y avait pas de lieu qui permettait de faire de la musique. En plus, en fait, ce qu'il faut pour qu'il y ait de la musique, c'est que le commandant du camp soit quand même intéressé ou en tous les cas qu'il donne son aval. Et aussi bien quand c'était les Français qui commandaient le camp à l'intérieur, que quand la gendarmerie française, que quand c'était les Allemands avec Brunner, quand Brunner est arrivé en juillet 1943, personne n'était intéressé à ça. Mais donc ça, c'est déjà le plus grand des problèmes. Le deuxième problème, donc, c'est qu'il n'y a pas un endroit pour faire de la musique. Mais le troisième problème, et c'est aussi très intéressant quand on compare avec d'autres camps de transit dans lesquels il y a eu de la musique, que ce soit d'autres camps en France, comme Gurs, comme Rivesaltes, comme Bonne-la-Rolande ou Pithiviers, dont j'ai déjà parlé auparavant, ou bien à Westerbork, ou bien à Terezín en Tchécoslovaquie. Ce qui est intéressant, c'est que la grande différence avec Drancy, c'est que Drancy était un camp où il y avait des Juifs, et ça reflète la réalité de la communauté juive française, c'est qu'il y avait des Juifs qui venaient de partout en Europe. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait une grande majorité de Juifs ashkénazes, mais il y avait aussi des Juifs de Turquie, des Juifs de Grèce, des Juifs de Hongrie, des Juifs de Pologne, des Juifs d'Algérie, des Juifs de Tunisie, des Juifs du Maroc. Il n'y avait pas de dénominateur commun au niveau culturel. Et en fait, ce que tu vois dans la plupart des ghettos et des camps de transit, c'est que pour qu'il y ait des activités culturelles, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Et à Drancy, il n'y a pas. Donc, le plus grand problème, c'est que les autorités du camp n'étaient pas intéressées, d'accord, n'ont jamais donné leur aval et n'étaient pas intéressés. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait pas, physiquement, ce n'était pas vraiment possible. Et le troisième, et c'est très intéressant en soi, c'est la communauté juive française qui se reflète dans le camp. À Gurs, c'est surtout des juifs allemands. D'accord? À Bonne-la-Rolande et à Pithiviers, jusqu'en 1942, c'est surtout des juifs polonais. OK? Mais à Drancy, c'est tout. C'est la communauté juive française. Voilà, donc voilà. Oui, je vous en prie. Oui, donc il faut un tronc commun en fait pour qu'il y ait cette musique. Il faut un tronc commun. Il faut un tronc commun. Ok. Ouvrez votre micro.
Mais Allez-y. j'arrive. Oui, je voulais Voilà, ça y est. savoir comment les instruments de musique, Alors, les voilà, Allemands ça avaient aussi, laissé. alors, ça aussi, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas abordée. Alors, ça dépendait beaucoup. Il y avait des endroits où les Allemands ont permis la rentrée d'instruments de musique, d'autres où ils n'ont pas permis. Et alors, à ce moment-là, les Juifs ont rentré les instruments de musique clandestinement par les égouts ou dans leurs vêtements. Il y a même deux histoires, aussi bien au ghetto de Térésine qu'au ghetto de Vilna, où ils avaient repéré, sans se connaître évidemment, c'est des histoires tout à fait parallèles, sans se connaître, ils avaient repéré un piano à l'extérieur du camp abandonné et ils ont démonté le piano, ils l'ont fait rentrer petite pièce par petite pièce et ils l'ont remonté à l'intérieur du camp. Et après, les Allemands ont donné leur accord. Mais c'est pour vous montrer à quel point, et c'est pareil pour les partitions des Hagav, oui. La plupart des partitions aussi ont été rentrées clandestinement. Et puis après, les Allemands donnent leurs accords. Merci, c'était très, très émouvant. Merci. Voilà. Voilà. Vas-y, Annie. Ça n'a rien à voir avec dont vous parliez, mais j'ai pensé à Bronislav Huberman, Oui. qui a qui a permis la création de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, Nahon. qui avait sauvé 1000 musiciens bien avant la Shoah. En 1936, il l'a créé, oui. Il sentait venir, qu'il y avait quelque chose de terrible qui allait se produire. Et ce qui m'avait marqué j'ai vu le film Orchestra of Exiles, qui parle de ce sujet-là, de la création de cet orchestre philharmonique. Tout à fait. Et il y a deux des personnes qu'il avait choisies, qui étaient venues en Israël, sont reparties et ont péri dans la Shoah. Une parce qu'elle ne supportait pas les conditions difficiles d'arriver en Israël dans les années 1930. Et un autre, un des musiciens qui est retourné pour terminer un concours, en Allemagne. Voilà. C'est juste une petite parenthèse qui n'a rien, Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tamar. C'était très passionnant et émouvant, comme d'habitude. Très intéressant. Merci.